Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue sur le site de Pourtalès pour cette dernière conférence 2024 des jeudis du RHNE. Je m'appelle Dominique et je suis un fumeur compulsif. Ah, il y en a qui ont la référence. On va le refaire, tous ensemble. Je m'appelle Dominique et je suis un fumeur compulsif. Voilà, c'était beaucoup mieux, merci. Je suis un fumeur compulsif, mais abstinent depuis 14 ans. Et je suis aussi directeur adjoint des services informatiques du RHNE. Et c'est à ce titre que j'ai le plaisir d'introduire cette conférence consacrée tabac et autres produits nicotinés, tout ce qu'il faut savoir. Ce sujet me touche personnellement. Lors de ma fête d'anniversaire de mes 20 ans, j'ai reçu ce t-shirt en 3 exemplaires de 3 personnes différentes. Voilà, j'en ai encore un. Vous voyez, c'est le même. Voilà. Demain, j'arrête. À 20 ans, j'étais déjà un fumeur compulsif et je vous assure, je n'ai pas arrêté le lendemain. En fait, j'ai pu porter ce t-shirt jusqu'à mes 37 ans. Et là, un vendredi d'octobre 2010, j'ai fumé ma dernière cigarette. De 3 paquets par jour à 0 en un coup. C'était violent. Donc, je ne pouvais plus porter ce t-shirt. Tout d'abord parce que j'avais arrêté de fumer, mais surtout parce que j'ai pris immédiatement 15 kilos. C'est pourquoi, comme vous tous, j'ai hâte d'écouter nos intervenantes de ce soir, la doctoresse Grubli-Reinhardt, médecin-chef adjointe au service de pneumologie du RHNE, Madame Karine Lehmann, responsable du CIPRES Neuchâtel, et Madame Marine Verdi, infirmière à la Ligue pulmonaire neuchâteloise, qui vont nous exposer les offres d'accompagnement du RHNE et de ses partenaires pour arrêter le tabagisme de manière moins traumatisante que ce le fut pour moi, enfin, je l'espère. Voilà. Au terme de leur présentation, il y aura, comme d'habitude, une partie réservée aux questions-réponses, puis un apéritif pour prolonger les échanges. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne conférence, une bonne soirée et surtout de très belles fêtes de fin d'année. Et on les applaudit pour les encourager. Merci Dominique pour ton intervention. Alors effectivement, je m'appelle Fabienne Reinhardt Grubli, je suis pneumologue ici à Pourtalès, au sein du RHNE. J'ai le privilège d'introduire cette présentation. Je vais vous parler du tabagisme et des effets sur la santé, principalement. Karine Lehmann du CIPRES abordera les nouveaux produits avec nicotine en détail et notamment l'impact chez les jeunes. Marine Verdi de la Ligue pulmonaire châteloise abordera le sevrage avec soutien et ce qui est proposé. Et on laissera du temps pour la discussion. Comment est-ce possible qu'on voyait ça dans les années 50, un Père Noël qui fume? Alors, les débuts du tabac, la Suisse a découvert le tabac aux alentours de 1560. Il a été importé par les voyageurs de la France et de l'Espagne qui cultivaient déjà le tabac. Et puis, les premiers plants de tabac, ils ont été cultivés au Tessin. Actuellement, il y en a aussi dans le canton de Vaud. Et puis, c'était au milieu du XVIIe siècle. Le tabac, au XVIIIe, il était prisé. Au XIXe, on l'utilisait surtout pour les cigares et les pipes. Et puis, au final, la cigarette, elle a été développée pour utiliser les restes de cigares, puis commercialisée au XXe siècle. À la Deuxième Guerre mondiale, le plan Wallon
n'a pas planté de patates sur les champs de tabac et leur surface a plutôt été doublée plutôt que réduite. Puis on a commencé à avoir des affiches publicitaires qui vantaient les mérites du tabac et qui étaient même vantées par le domaine médical et les différents soignants. C'était l'âge d'or du tabac. Fumer faisait chic et mondain, fumer incarnait la liberté, le plaisir. Dès lors, on fumait partout. Le tabac était associé à une maternité épanouie, au sport, à la liberté. Là, tout en bas à droite, la fameuse pub du Marlboro Man qui a été photographiée par un photographe suisse, Hannes Schmidt, au début des années 80. Pourtant, 1950, la première revue scientifique qui évoque un lien entre le tabac et le cancer du poumon. C'est un lien qui est le premier qui a été établi. Et il faudra attendre 1964, où cette étude scientifique a mis en relation plusieurs méfaits sur la santé humaine, notamment augmentation du risque de cancer, augmentation du risque cardiovasculaire, augmentation du risque pour la santé respiratoire. Mais évidemment, il a fallu quand même plusieurs années qui passent avant que tout ça soit conscientisé dans la population générale et dans la population scientifique également. Et maintenant, on est plutôt dans une ère de protection du tabac. Mais dès 1978, on a commencé à voir apparaître les premiers messages de prévention sur les paquets. Dès 1991, on n'a plus vu de pub pour le tabac à la télé et à la radio. En 1993, il y a la loi du travail sans fumée. Et depuis 1996, vous pouvez prendre les avions sans faire un transatlantique en finissant fumeur à la fin du transatlantique. Dès 2005, vous avez vu les wagons rouges des CFF disparaître. Les wagons rouges sont devenus tous verts. Et en 2010, on a voté la loi sur la protection contre le tabagisme passif. Tout ça pour voir apparaître maintenant sur les paquets de cigarettes dans différents pays des images choc. Et en Suisse, des messages de prévention, je dirais pour ma part beaucoup plus soft, mais évidemment une interdiction de vente pour les mineurs. Alors le tabac, c'est le mauvais champion dans l'histoire, parce que c'est la première cause de diminution de la qualité de vie, la première cause de mortalité précoce, le premier facteur responsable de maladies chroniques non transmissibles. Mais vous allez me dire, mais comment c'est possible que ça existe encore ? Pourtant, ce qu'on observe, c'est que le tabagisme recule depuis la fin des années 90. La part des gros fumeurs, c'est-à-dire plus de 20 cigarettes par jour, a diminué depuis 1992. Le nombre de paquets en Suisse a diminué. Le tabagisme passif a diminué grâce à la loi fédérale de 2010. Mais il reste encore de nombreuses différences entre les pays et à l'intérieur de chaque pays, concernant les lois. Alors, en Suisse, on a 24% de fumeurs dans la population adulte. Ça représente 27% d'hommes, 21% de femmes. Dans la tranche d'âge des 15-25 ans, c'est à peu près 26%. Donc, il y a quand même une partie importante de la population qui fume. Et qu'est-ce que fait la cigarette ? Alors, un des principaux risques, c'est que ça augmente le risque cardiaque, cardiovasculaire et cérébrovasculaire. Pour nous, c'est un facteur de risque cardiovasculaire à part entière, comme l'hypertension artérielle, le trop de cholestérol, le diabète ou le surpoids. Ça augmente le risque de cancer des poumons, cancer de la vessie, cancer de la gorge notamment. Et puis ça augmente les maladies du poumon, telles que la bronchite chronique obstructive ou l'emphysème, ou des maladies inflammatoires du poumon liées à la cigarette. Ça fait des problèmes de fertilité et ça occasionne des problèmes bucco-dentaires importants. Alors, le risque du tabagisme, il est complètement indépendant du nombre de cigarettes fumées par jour. Il n'y a pas de petit risque pour un petit fumeur. Si on réduit sa consommation de 50%, on ne réduit pas son risque. Et lorsqu'on consomme 1 à 6 cigarettes par jour, on a finalement un risque de décès prématuré d'une cause cardiovasculaire proche de celui qui fume beaucoup plus. Le risque il diminue seulement si le sevrage il est complet. Malheureusement, les effets ils sont aussi transmissibles entre guillemets avant la naissance. Donc fumer au cours de la grossesse est associé à des effets secondaires importants, d'une part pour la maman, quoi je vous ai montré tout à l'heure,
mais également sur son bébé, avec des risques de prématurité, des risques de retard de croissance intra-utérine, des malformations congénitales telles que des malformations cardiaques ou des morts du fœtus. Et on sait que s'il y a une diminution de la fonction respiratoire à la naissance, ça limite la possibilité d'avoir une fonction respiratoire normale après chez l'enfant au cours de la croissance. Et puis l'exposition au tabagisme passif dès la petite enfance, dans les familles de fumeurs, accélère le déclin respiratoire. En Suisse, le tabagisme occasionne presque 10 000 décès par année. Ça représente 6 000 hommes qui meurent à cause de la cigarette et 3 500 femmes qui décèdent à cause de la cigarette. Et ça représente 14% de tous les décès en Suisse. Et les causes de décès sont principalement en lien avec des problèmes cardiovasculaires liés au tabac, dans 35% des cas, et où 30% des cas occasionnent des cancers du poumon. Les maladies des voies respiratoires représentent 18% des cas et 17% les autres cancers. Qu'est-ce qu'il y a dans une cigarette? Il y a plus de 7000 substances chimiques dans une cigarette. Je vais en passer en revue quelques-unes. La nicotine. La nicotine, elle n'occasionne pas de maladies responsables liées au tabac, mais elle est responsable de la forte dépendance et en peu de temps. Il y a du monoxyde de carbone qui empêche l'oxygène de se fixer dans le sang et favorise les maladies du cœur et des vaisseaux. Et puis il y a des substances ajoutées ou générées par la combustion, donc ajoutées par l'industrie du tabac, qui accélèrent l'absorption de la nicotine. Par exemple, l'acide cyanhydrique ou des phénols qui modifient la perméabilité cellulaire du poumon et qui rendent l'absorption du tabac plus facile. Il y a de l'acétaldéhyde qui a un effet relaxant sur les voies respiratoires et qui permet à ce que la fumée soit absorbée, inhalée plus facilement. Il y a de l'ammoniac qui alcalinise la fumée et qui rend le produit plus volatile pour qu'il soit facilement absorbable. Ensuite, il y a des produits qui sont issus de la combustion du tabac et qui contribuent à toutes les maladies liées à la cigarette, qui sont les hydrocarbures. Je les ai entourés ici en vert, les benzopyrènes, les goudrons, le styrène, le butane, le toluène, etc. Et puis il y a des métaux lourds, comme le cadmium, le mercure ou le plomb, et des produits radioactifs, comme le polonium. Ces éléments sont principalement dans le tabac, en lien avec la pollution des sols qui polluent en fait les plants et qui se retrouvent inévitablement dans les cigarettes. Fumer n'est pas une habitude. Fumer est une dépendance. Les additifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ammoniac, ils influencent l'acheminement de la nicotine au cerveau. La nicotine inhalée, elle arrive rapidement au cerveau en moins de 10 secondes grâce à la grande surface des poumons, l'absorption des poumons. Et puis, la nicotine agit sur le système de récompense. Je ne sais pas si ça marche. Ici, dans le cerveau, on a des récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine, où quand la nicotine elle arrive, elle déclenche le circuit de la récompense et puis va permettre de libérer des neurotransmetteurs et de la dopamine qui ont des multiples effets physiques et psychiques. Ce que nous a dit Dominique tout à l'heure, c'est ça. C'est de vouloir fumer parce que ça stimule, parce que ça augmente la mémoire, parce que ça diminue l'appétit. Plusieurs facteurs affectent ces effets. On est tous inégaux face à ça. L'âge, le sexe, les prédispositions génétiques, troubles psychiatriques ou abus de d'autres substances peuvent affecter les effets de la nicotine sur le cerveau. La demi-vie de la nicotine, ça veut dire combien de temps il faut pour que la moitié de la nicotine reste dans le sang. C'est de 1 à 4 heures. Donc après avoir fumé, en 1 à 4 heures, on a moitié moins de nicotine. Lorsque le taux de nicotine diminue, ça s'appelle un des symptômes de sevrage. Et avec le temps, les récepteurs du cerveau, ils se conditionnent à recevoir plus de nicotine. On appelle ça la tolérance. Ça veut dire qu'il faut fumer plus pour avoir le même effet. Évidemment, la conséquence de la tolérance, c'est qu'on devient dépendant. Là, sur le schéma, vous vous levez à 8 heures du matin, vous fumez la première clope, ça continue, on en fume de plus en plus au cours de la journée, donc le taux de nicotine augmente, et puis on va se coucher, le taux de nicotine diminue, et au réveil, on a les premiers symptômes de sevrage. Environ 70% des fumeurs veulent arrêter de fumer. C'est vrai, 70% ils veulent, ils en sont bien conscients.
Mais le problème, Dominique l'a bien rappelé avant, c'est le syndrome de sevrage. C'est le manque de nicotine. Et les symptômes de sevrage, ils apparaissent 24 heures après et son maximum au 3e jour. Ils s'atténuent en 2 à 4 semaines. Alors ça, c'est des généralités. Chaque fumeur vous dira que ça a duré beaucoup plus longtemps que 2 à 4 semaines et qu'il y a une grosse variabilité interindividuelle. Quels sont ces symptômes liés au sevrage? Multiples. Ça ne donne pas très envie. Envie irrésistible de fumer, le craving. Une humeur changeante. On est irritable, frustré, anxieux, déprimé. Des troubles du sommeil, l'insomnie. Ma collègue somnologue qui est là vous le dira. Difficulté de concentration. Maux de tête. Troubles du transit, principalement une constipation. Une toux. Alors ça, on ne comprend pas très bien pourquoi. Ce n'est pas encore bien connu pourquoi l'arrêt du tabac a plutôt tendance à augmenter transitoirement la toux. Et puis une faim et une prise de poids. Les fameux kilos qui réfrènent souvent les gens à se dire qu'il faut arrêter de fumer. Et puis en fait, on prend du poids par une diminution du métabolisme, une augmentation de l'activité de certaines protéines et surtout des changements de préférence alimentaire, avec une augmentation de prise calories, une avidité pour les produits sucrés et gras, et évidemment, ça pèse. Donc en moyenne, les gens prennent 4 à 5 kilos supplémentaires, une minorité prennent 10 kilos. Et généralement, la prise de poids est plus importante chez la femme et chez les gros fumeurs. Et voilà. Pourquoi c'est utile de fumer dans certaines situations? Chez un malade psychiatrique qui me dit le seul plaisir qu'il me reste, c'est fumer, pourquoi vous voulez absolument que j'arrête de fumer? On constate que chez cette catégorie de patients, il y a effectivement une haute prévalence du tabagisme et il y a plus de dépendance. Mais on constate aussi que les malades psychiatriques décèdent environ 25 ans plus jeunes qu'un autre tabagique qui n'a pas de problème psychiatrique. On sait que la motivation à l'arrêt du tabac est similaire que dans la population générale, mais il faut faire attention parce que l'arrêt du tabac dans cette population peut fragiliser le moral. Et puis il faut faire attention au traitement psychiatrique dans cette situation parce que les dosages des médicaments doivent être aussi parfois adaptés parce que ça change aussi le cercle. L'arrêt de la nicotine va aussi changer les neurotransmetteurs au niveau cérébral. Pourquoi c'est important d'arrêter de fumer quand on diagnostique un cancer? Le patient, il va me dire, à quoi bon, le mal est déjà fait, pourquoi vous voulez que j'arrête de fumer? C'est une priorité dans la prise en charge du cancer, parce qu'on sait que le sevrage du tabac est associé à une meilleure survie dans presque tous les cancers. La poursuite du tabac diminue l'efficacité de certains traitements, et notamment la radiothérapie, les rayons, dans la prise en charge du cancer du sein et du poumon. Et on sait que ça augmente de 9 à 21 fois le risque de rechute ou de deuxième cancer en cas de poursuite du tabac. La poursuite du tabac augmente la toxicité de la radiothérapie dans tous les cancers. C'est pour ça qu'un oncologue qui prend en charge son patient insiste beaucoup sur ça. C'est parce que ça augmente la qualité de vie, ça augmente l'efficacité du traitement du cancer, ça diminue les effets secondaires du traitement et ça diminue le risque d'un deuxième cancer. Pourquoi c'est utile de fumer avant une intervention? Je suis déjà assez stressée par l'opération, pourquoi, docteur, vous voulez encore m'ajouter ça? Parce que fumer augmente le risque de complications post-opératoires. On sait qu'arrêter de fumer réduit les risques liés à l'opération. On passe de 18% de risque au lieu de 52% de risque. Et l'arrêt du tabac avant une intervention est bénéfique quelle que soit sa durée. Chaque semaine d'arrêt augmente l'ampleur de l'effet d'environ 20%. Et on voit que les effets d'un sevrage de plus de 4 semaines est plus efficace pour réduire les complications. Et on sait que les substituts nicotiniques, ils sont sûrs tant dans la période avant l'opération qu'après l'opération. On est à une nouvelle ère. On va avoir ma collègue Karine Lehmann qui va parler de cette nouvelle ère en plus détaillée après. Mais on est passé du Père Noël en publicité qui fume la cigarette standard au Père Noël qui fume une cigarette électronique. Il y a plusieurs dispositifs de cigarettes électroniques. On a des cigarettes électroniques avec e-liquide à recharger, abrégé ENDS, avec les différentes générations de cigarettes électroniques. En dernier, les colorés qui ressemblent à des stylos, les fameuses puffs, dont on discutera après. Et puis tout à droite, les produits du tabac à chauffer,
avec des mini-cigarettes ou des capsules. Vapoter. Le terme vapoter, il est entré dans le dictionnaire en 2014. Ça signifie inhaler la vapeur qui est générée par une cigarette électronique. C'est assez récent, ça fait 10 ans que ça existe. Au moins une fois par mois en Suisse, il y a 4,5% de la population de plus de 15 ans qui utilise des cigarettes électroniques et 16% des 15-24 ans. Aux États-Unis, ça dépasse tous les autres produits du tabac pour les élèves scolarisés en cycle secondaire et ça représente 10%. Parmi les 15-24 ans suisses qui utilisent des e-cigarettes au moins une fois par mois, 60% rapportent une utilisation régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, dont une majorité utilise des puffs. Les produits du tabac à chauffer. Je ne vais pas citer de marque, mais j'imagine que vous voyez ce que c'est. Ça a été développé par l'industrie du tabac en 2000. Ça a été lancé sur le marché suisse en 2014. Produit et a été lancé sur le marché suisse en 2014. Ça contient du tabac, donc ça chauffe des mini-cigarettes ou des capsules à la température de 200 à 350 degrés, contrairement à la cigarette qui brûle le tabac à 800 degrés. Il n'y a aucune étude qui a étudié le tabac chauffé pour le sevrage de la cigarette standard. La plupart des fonds pour conduire les études sont conduits par l'industrie du tabac. Et on a des évidences insuffisantes dans les différences de risque et les effets secondaires ou les effets indésirables graves sur le court terme pour ce produit. On ne peut pas dire, avec des évidences qui sont également insuffisantes, pour dire si les produits du tabac à chauffer exposent les personnes à des carcinogènes en moindre quantité. Ce qu'on constate, c'est que, enfin, en tout cas, c'est ce que avance l'industrie du tabac, c'est que comme la combustion du tabac est plus basse par rapport aux cigarettes classiques, ils en déduisent que la formation de nombreuses substances toxiques est également diminuée. Les cigarettes électroniques avec liquide, ça a été développé par un pharmacien chinois en 2003. C'est produit actuellement par des entreprises, la plupart dérivées des entreprises de l'industrie du tabac. En Chine, ça a été vendu en 2004, aux USA en 2006 et puis en Suisse en 2007. Il y a quelques différences avec la cigarette traditionnelle. La combustion du tabac elle est remplacée par un liquide chauffé qui produit un aérosol, ou le terme vapoter. On peut ajuster les doses de nicotine dans ce liquide et il y a un choix d'arômes possible. Et initialement, c'était vendu comme un produit de consommation sans aucune régulation gouvernementale. Et pour beaucoup, elle est considérée comme une alternative sûre à la cigarette conventionnelle, mais son utilisation, y compris dans le sevrage de la cigarette traditionnelle, reste controversée. Évidemment parce que des effets secondaires à long terme, pour l'instant, sont peu étudiés. Que contient ici une puff, l'exemple d'une e-cigarette avec liquide, de la nicotine, des composés volatiles, des métaux lourds, des arômes. Parfois, certaines personnes ajoutent du CBD, qui est le principe non psychoactif du cannabis. Malheureusement, ce n'est pas sans risque. Les e-cigarettes ont des risques, augmentent les complications respiratoires en provoquant un œdème et une irritation des voies respiratoires. Ils altèrent la fonction respiratoire, ils font des lésions de l'épithélium respiratoire et ils diminuent l'apport d'oxygène aux tissus. On verra après un exemple bien documenté de lésions pulmonaires dites EVALI liées aux produits d'e-cigarettes. Et puis ça augmente aussi les risques cardiovasculaires de façon assez nette, en augmentant les marqueurs inflammatoires, en augmentant la toxicité cellulaire et le stress oxydatif. Ça altère la fonction des vaisseaux et ça augmente la rigidité des parois artérielles. Et puis, le potentiel de cancer sur l'être humain reste encore un point d'interrogation parce qu'on manque encore de recul, mais il y a des évidences qui sont quand même déjà là pour dire que ce n'est pas sans risque. Un exemple que je voulais revenir avant, donc des lésions pulmonaires liées à l'utilisation de e-cigarettes et de produits du vapotage a été très bien documenté. Entre 2019 et 2020, aux États-Unis, ils ont vu une vague de plus de 2000 patients qui sont arrivés parfois en insuffisance respiratoire sévère. Il y a eu quand même 68 morts dans cette histoire, où ils ont vu des gens qui
clairement, sur l'utilisation de e-cigarettes, ont eu des dommages pulmonaires graves, avec un âge médian des survivants de 23 ans et un âge médian des personnes décédées de 45 ans. En reprenant les différents produits qui avaient été utilisés, ils ont constaté qu'il y avait de l'acétate de vitamine E, qui est un additif parfois utilisé dans des produits qui contiennent du THC. Et puis, une grande partie de ces produits contenaient du THC et d'autres composés de sources illicites. Mes conclusions. Donc, les méfaits du tabac sont connus depuis le début des années 60. Fumer augmente notamment le risque cardiovasculaire, oncologique et sur la fonction respiratoire. La cigarette contient plus de 7000 substances chimiques responsables des différents problèmes de santé. La nicotine agit sur le système de récompense du cerveau et est responsable de la dépendance aux produits. Les symptômes de sevrage sont variables d'un individu à l'autre et l'importance du sevrage a été très bien démontrée, par exemple dans la maternité, avant une opération ou dans les contextes oncologiques. La cigarette électronique, il existe 2 types de dispositifs, les produits du tabac à chauffer et les e-cigarettes avec liquide. Vapoter signifie inhaler de la vapeur produite par la cigarette électronique. Le nombre croissant d'utilisateurs d'e-cigarettes est inquiétant, notamment chez les jeunes, et je passerai la parole tout à l'heure à ma collègue pour évoquer ce problème. Selon le dispositif utilisé, le taux de nicotine peut être ajusté. Et puis, on a maintenant bien documenté des problèmes respiratoires et cardiovasculaires identifiés avec ces produits. L'augmentation du risque de cancer nécessite plus d'études, mais n'est pas négligeable. Et le manque de recul empêche pour l'instant d'affirmer que les e-cigarettes sont une alternative sûre pour le long terme. Donc mon but, c'est de voir plus que des Pères Noël sans rien dans les mains, autre que des cadeaux. Je passe la parole à Karine pour la suite. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, mon nom est Karine Lehmann. Donc, je suis responsable du CIPRES Neuchâtel. Le CIPRES, c'est le Centre d'information pour la prévention du tabagisme. Et mon exposé de ce soir va surtout se focaliser sur ces nouveaux produits qui contiennent de la nicotine qui ont été déjà un petit peu évoqués. Qu'est-ce que le CIPRES? Donc, c'est une structure qui a été créée en janvier 2000 sur mandat du canton de Neuchâtel. Donc, on est très fortement lié au service de la santé publique. Et une de notre principale tâche, en fait, c'est de mettre en œuvre des projets qui sont contenus dans une stratégie cantonale qui s'appelle le Programme cantonal de prévention du tabagisme. Et nos missions principales, on peut les résumer telles que c'est marqué là. Donc, tout d'abord, une mission d'information. Donc, on est là vraiment pour répondre à toutes les questions qui concernent le tabac ou la nicotine, que ça vienne de la population générale ou des jeunes, des parents, du personnel médical. On mène aussi beaucoup d'actions de prévention, donc on est énormément sur le terrain. En fait, c'est vraiment notre plus gros travail. On va beaucoup dans les écoles du secondaire 1, du secondaire 2. Donc on fait des interventions, des ateliers pour éviter que les jeunes commencent à consommer ou en tout cas retarder le plus possible leur entrée en consommation. Et s'ils sont déjà dépendants, les aider à arrêter. Et ça, c'est notre 3e mission. Donc on soutient les personnes avec un coaching Stop Tabac. Et ça, ce sera évoqué tout à l'heure avec Marine Verdi. Voilà. On a nos locaux qui sont situés pas très loin d'ici, au Faubourg du Lac 17, et on est très facile à trouver. Donc, on a un site internet, on est sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à nous contacter. On va vous répondre très volontiers. J'ai commencé en vous mettant ici toute la gamme de produits qui existent actuellement, qui contiennent soit du tabac, ou de la nicotine. Donc c'est vrai, si on regarde il y a 30, 40 ou 50 années en arrière, en fait, les personnes qui consommaient de la nicotine ou du tabac, c'était des fumeurs de cigarettes, pour la très très grosse majorité. Mais on voit que depuis quelques années, il y a vraiment une diversification importante de tous ces produits. Donc on a, par exemple, est-ce que ça marche comme ça? Voilà. Ici, tout ce qui est cigarettes conventionnelles avec du tabac ou cigarettes roulées. On a également dans cette partie-là, avec du tabac qu'on va brûler, ce qu'on appelle les pipes à eau ou les chichas, qui ne sont pas des nouveaux produits, mais qui sont devenus à la mode depuis quelques années, en particulier chez les jeunes. On a aussi les produits du tabac chauffé, qui ont été évoqués tout à l'heure. On a ces produits
ici qu'on met soit dans la bouche ou dans le nez, du tabac à priser, comme la snooze ou la schnouf. Et on a toute cette gamme de cigarettes électroniques avec de nombreux types de dispositifs déjà différents de cigarettes électroniques, même si ce sont des produits récents. Donc vous voyez que c'est très confusant en fait. La plupart des gens qui sont non-fumeurs, non-consommateurs, ils confondent tous ces produits, ils ne les connaissent pas. Et c'est également pour ça qu'on essaye vraiment d'informer au maximum les jeunes, mais aussi les parents ou les grands-parents pour qu'ils puissent en parler avec les jeunes. Je vous ai mis ici une photo que je trouve très parlante qui a été faite par l'AT, c'est l'Association suisse de prévention du tabagisme. Si on regarde ça en gros, on a l'impression que c'est le contenu en fait d'une trousse d'un écolier ou d'un jeune, d'un ado, d'une ado. On a des stylos, on a des bonbons, on a des stabilos, on a même un rouge à lèvres. Mais en fait, dans ces produits-là, on trouve 15 produits qui contiennent de la nicotine ou du tabac. Donc, je vous les ai entourés ici. Et vous voyez que c'est vraiment des produits qui sont très discrets, qu'on ne va absolument pas remarquer si on ne les connaît pas, donc qui passent très facilement inaperçus. Donc vous voyez par exemple ici, on a une cigarette, enfin une puff, donc une cigarette électronique, on en a une autre ici, une quatrième là. On a également ici ces petits sachets de snooze, on a l'impression que c'est des chewing-gums dans un petit sachet. Les boîtes qui contiennent les snooze, aussi comme des boîtes de bonbons. Donc tout ça, c'est vraiment fait pour que ça reste très discret et surtout pour que ça plaise aux jeunes. Parce que le design, l'aspect de ces produits-là sont vraiment faits pour cibler les jeunes et pour que ce soit les jeunes qui les achètent et qui les consomment. Voilà. Donc, c'est ça la conclusion de cette photo. Et tout ça est soutenu par le fait que ce sont des produits qui sont très, très présents sur les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes adulte, que vous n'utilisez pas beaucoup les réseaux sociaux, ou même si vous êtes adulte et que vous les utilisez, mais que vous n'êtes pas fumeur, pas intéressé par ces produits, vous n'allez absolument pas avoir ces publicités. Donc elles sont vraiment ciblées. Il y a les algorithmes qui vont sélectionner en fait les jeunes, ceux qui montrent de l'intérêt pour ces produits-là. Et vous voyez par exemple ici, on a des influenceurs sur TikTok qui vont montrer ces produits, qui vont jouer avec, qui vont donner aux jeunes l'envie de tester, d'essayer. On a également ici, par exemple, ça c'est sur Instagram, une pub qui a été reprise où on retrouve tout à fait les codes qu'on voyait il y a quelques années pour les cigarettes. Donc des jeunes qui font la fête, qui sont dans un festival, qui sont tous plus beaux les uns que les autres, qui s'amusent, il fait beau, enfin voilà, c'est le bonheur. Évidemment, les jeunes, quand ils voient ça, ils ont envie de s'associer, de faire comme eux. Et très discrètement, on voit qu'ils tiennent chacun, enfin il y en a deux en tout cas, une boîte de snooze, donc ces petits sachets qu'on va mettre dans la bouche. Et la publicité, elle est quand même toujours bien présente via ces réseaux. Je vous ai mis ici juste deux diapositives avec des statistiques. Alors moi, je me suis vraiment intéressée en fait à la consommation chez les jeunes de 15 ans. Donc là, par exemple, on a la courbe de consommation chez les jeunes de 15 ans de cigarettes de tabac classiques. Donc ça compare la consommation entre 2006 et 2022. Et on voit que il y a une augmentation jusqu'en 2010. Ensuite, ça a diminué. Et depuis 2018, c'est relativement stable. Donc, c'est l'étude HBSC, qui est une étude qui est faite dans les écoles. Donc, ça montre qu'il y a peut-être une certaine stabilité dans la consommation de cigarettes de tabac. Mais parallèlement à ça, si on s'attarde maintenant sur la consommation des autres produits, donc là, on parle de cigarettes électroniques, de produits du tabac à chauffer, de snooze, de chicha, pipao ou de schnouf, de tabac à priser, on voit que c'est complètement différent. Ici, on a également une comparaison entre 2018 et 2022. Donc, pour les garçons et pour les filles, j'ai repris donc l'âge de 15 ans et une consommation au moins une fois dans les 30 derniers jours. C'est la même chose pour les cigarettes avant. Et on voit, par exemple, pour les cigarettes électroniques, on passe de 20% en 2018 à 25%. Et pareil pour les filles, on passe de 12,9% à 25%, donc une augmentation vraiment très importante de la consommation de ces produits. Et on voit que c'est la même chose pour les produits du tabac à chauffer, qui sont ici en gris foncé, donc ça augmente aussi chez les garçons, chez les filles. Pareil pour la barre rouge, où là c'est la snooze, donc les sachets dans la bouche, une augmentation qui est doublée donc chez les garçons et qui est même x4 chez les filles.
La seule chose qui semble un peu diminuer, c'est la consommation de chicha, de pipe à eau, qui a diminué un peu autant chez les filles que chez les garçons. Et pour le dernier produit, donc la schnouf, le produit qu'on va mettre dans le nez, on n'a pas de chiffre pour 2018, parce qu'à l'époque, ce n'était pas trop répandu, donc les enquêtes ne posaient pas la question. Mais on voit que quand la première enquête en 2022 a posé la question, on est déjà à 13% pratiquement de consommation chez les jeunes, et 8% chez les garçons et 8% chez les filles. Donc déjà une consommation qui est importante. Donc tout ça pour vous dire qu'en résumé, la consommation de tabac, elle semble stagner, mais en parallèle à ça, on a une forte augmentation de tous ces nouveaux produits chez les jeunes, et ça nous inquiète vraiment beaucoup. Je vais m'attarder maintenant un peu plus longuement sur les cigarettes électroniques. Vous voyez que c'est des produits relativement récents, donc on le trouve sur le marché depuis 10-20 ans à peu près en Suisse. On a déjà la 5e génération, donc ça évolue aussi très vite, ces produits-là. Les 2 premières générations, ce sont des produits qu'on ne trouve plus maintenant, qui sont déjà vieux. On trouve des produits encore de la 3e génération, donc ça, ce sont des dispositifs que l'on peut recharger autant en liquide qu'en électricité. On a après, il y a quelques années, sont apparus les produits de 4e génération. Donc vous voyez déjà le design, il est complètement différent. On est sur un produit qui ressemble à une sorte de petite clé USB qui est très discret, qui se met facilement dans la poche. Et ça déjà, ça a beaucoup plu aux jeunes. C'est des cigarettes électroniques qui ne se jettent pas. Donc en fait, il y a un espèce de, ce qu'on appelle, c'est des pods en fait, c'est des réservoirs qui sont remplis de liquide qu'on va mettre ici sur le bout de la cigarette électronique. Une fois que le réservoir est vide, on l'enlève et on le remplace par un nouveau. Donc ça, c'est la 4e génération et surtout la 5e génération, donc les fameuses puffs, qui sont des cigarettes électroniques qui ne sont pas rechargeables, ni en électricité, ni en liquide. Donc une fois qu'on a consommé la quantité de liquide présente dans la puff, on la jette. Et ça, c'est vraiment le produit qui fait fureur toujours chez les jeunes. Et nous, on a vraiment vu sur le terrain une explosion de la consommation de ces puffs. Les cigarettes électroniques, donc ça a déjà été mentionné tout à l'heure par la doctoresse Reinhard Krebli, mais donc il y a un liquide à l'intérieur qui est constitué en fait par un mélange de 2 substances chimiques qui sont le propylène glycol et la glycérine. On rajoute en plus de la nicotine. Alors pas forcément toujours, il y a aussi des liquides sans nicotine, mais la plupart des liquides utilisés par les consommateurs contiennent de la nicotine et des arômes. Et ce liquide, donc, il va être chauffé dans la cigarette électronique, il va se transformer en aérosol et va être inhalé par le consommateur. Donc, dans une cigarette électronique, on n'a pas de tabac, il n'y a pas non plus de combustion et donc pas formation de goudron ni de monoxyde de carbone. Par contre, il y a de nombreux risques. C'est un produit qui n'est absolument pas à banaliser, donc ça a été déjà expliqué très bien tout à l'heure. Avec la présence d'impuretés toxiques dans les liquides, un potentiel de dépendance très important et ce problème lié également au fait que ce sont des produits récents et on n'a pas de réponse quant à la toxicité à long terme. Donc c'est un produit qui doit être formellement déconseillé chez les jeunes, chez les non-fumeurs et pour les fumeurs adultes qui veulent arrêter de fumer, la cigarette électronique peut être un soutien. Si les substituts nicotiniques, donc type patch ou chewing-gum, n'ont pas fonctionné, dans ce cas-là, la cigarette électronique peut être un soutien, mais toujours en ayant l'optique d'arrêter également la cigarette électronique, si possible, dans les 3 mois. Et l'avantage d'une cigarette électronique, donc là je parle vraiment d'une cigarette électronique rechargeable, je ne sais pas du tout pour les puffs, c'est qu'on peut remplir le liquide et faire diminuer petit à petit la concentration de nicotine pour se déshabituer petit à petit de la dépendance à la nicotine. Voilà. Maintenant, focus sur les puffs, donc ces fameuses cigarettes électroniques jetables. Il y en a quelques-unes qui sont illustrées là. Donc vous voyez que c'est des produits très stylés, très colorés, qui sont très discrets, qu'on peut facilement mettre dans une poche, dans une trousse. Il y a souvent à l'embout une petite lumière qui s'allume quand le jeune tire sur la puff, donc ça plaît aussi beaucoup. Donc, elles contiennent un certain nombre de bouffées, d'où leur nom, parce que puff, ça veut dire bouffer en anglais. Dans les cigarettes électroniques qui répondent aux exigences légales, il y a maximum 800 bouffées à l'intérieur. Donc tout ce qui est au-delà des 800 bouffées, en fait, ce sont des cigarettes électroniques qui sont illégales, qui n'oseraient pas normalement être commercialisées.
parce que selon la loi, dans ces systèmes fermés, en fait, qu'on ne peut pas remplir, on peut trouver un maximum de 2 millilitres de liquide à l'intérieur. Et 2 millilitres de liquide, ça correspond environ à 800 bouffées. Donc tout ce qui est supérieur à 800 bouffées, ça veut dire qu'il y a plus de 2 millilitres et donc que ça devrait être interdit à la vente. Mais on sait, nous on le voit sur le terrain, que les jeunes, ils utilisent aussi beaucoup des puffs qui sont plus fortement, avec des plus grandes quantités de liquide, avec des milliers de bouffées. Donc ils arrivent à trouver ce type de cigarettes électroniques parce que voilà, ils les achètent sur Internet et puis il n'y a pas de contrôle qui est fait. Mais normalement, elles devraient être interdites à la vente. Le coût d'une puff, c'est entre 8 et 20 francs pièce, donc voilà, ça reste tout à fait abordable pour un jeune. Elles ont donc très peu d'odeur aussi, ça c'est quelque chose d'important. C'est pas comme une cigarette, quand on allume une cigarette, on le sent tout de suite, tous ceux qui sont autour le sentent. Quand on tire sur une puff, le seul, un petit peu la petite odeur qu'on peut obtenir, c'est un peu une odeur de quand on ouvre un paquet de bonbons, donc un peu d'arôme artificiel. C'est tout ce qu'on sent, donc on n'a pas forcément l'idée que ça correspond à une puff. Et le goût est également très agréable, donc rien à voir avec les premières cigarettes que fument les jeunes, où c'est irritant, ça fait tousser, c'est âcre, c'est pas bon. Quand on mange, quand on tire sur une puff, on a l'impression de manger un bonbon. Donc c'est vraiment ça. Donc le fait qu'elle soit très discrète, le fait qu'il y ait beaucoup d'arômes aussi, ça plaît énormément aux jeunes. Ils ont envie de tout tester et tout est fait justement pour qu'ils aient envie de tout tester. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des magasins tous les types de puffs qu'il existe avec les arômes, mais il y a vraiment des choses. On a l'impression que c'est de la pâtisserie ou tout donne envie et c'est vraiment les jeunes ils sont pris dans ce piège-là. Les dangers, parce qu'il y a aussi beaucoup de dangers, elles sont parfois très fortement dosées en nicotine. Il faut savoir que selon la loi, de nouveau, la concentration maximale de nicotine dans les liquides pour cigarettes électroniques, c'est 2%. C'est donc déjà une très haute concentration en nicotine. C'est une substance qui est très active. Et on sait que les jeunes, ils se procurent des puffs avec des concentrations supérieures, 4, 5, voire 6%. Donc c'est vraiment des quantités énormes de nicotine. Et ça les rend d'autant plus vite dépendants. Les effets sur la santé sont inconnus, donc ça c'est la même chose que pour les cigarettes électroniques, et en particulier chez les jeunes qui ont encore des poumons qui sont en formation, un cerveau qui est en formation, donc encore plus sensible à la nicotine. Un autre problème, c'est la qualité des produits qui est à l'intérieur de ces puffs, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'elles contiennent, ces puffs. Il y a des milliers, je pense qu'il y a des milliers de sortes de puffs, des goûts vraiment différents, et donc chaque puff aura une composition différente, et bien sûr, ce n'est pas marqué sur le paquet, que ça contient réellement. Donc, en fait, on ne sait pas ce que ça contient. Le risque également, et c'est ce qui nous fait très peur, c'est qu'on a un risque de passage vers le tabagisme classique, puisque le jeune, voire l'enfant, par certains, on voit, c'est déjà eu arrivé qu'on nous dise que des enfants utilisaient des puffs, ils s'habituent à la nicotine, ils s'habituent à tirer sur un dispositif, à inhaler de l'aérosol, de la fumée, et donc après, le passage est vite fait à une cigarette classique. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit aussi beaucoup sur le terrain quand on va dans les écoles, en particulier dans les écoles du secondaire 2, où les jeunes, ils nous parlent assez facilement de leur consommation. On voit que les jeunes, ils sont devenus des polyconsommateurs. Donc avant, il y a 20, 30 ans, on avait peur, on essayait vraiment de faire en sorte que les jeunes ne rentrent pas dans la consommation de cigarettes. Maintenant, il faut vraiment faire en sorte qu'ils ne rentrent pas dans la consommation de nicotine, parce qu'ils vont commencer avec la puff, ensuite ils vont continuer avec la snooze, donc les petits sachets dans la bouche, ensuite ils vont continuer avec les cigarettes, et finalement, c'est des jeunes qui, selon les contextes, vont consommer un produit ou l'autre. S'ils sont par exemple en cours, que ça doit être très discret, ils vont mettre une snooze dans la bouche. S'ils sont dans les couloirs des écoles, alors ils n'osent pas normalement tirer une cigarette, donc ils prennent la puff, ça reste très discret, les enseignants ne voient rien. S'ils sont dehors, ils vont s'allumer une cigarette. S'ils sont en milieu festif, ils vont se mettre de la schnouf dans le nez. Donc on voit vraiment que c'est une génération qui a ce gros risque d'être dépendant à la nicotine via tous ces produits. Et pour finir, ces produits, donc les dispositifs, les puffs spécifiquement, sont hautement polluantes. Je vais y revenir dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une puff? Donc vous voyez, c'est très simple en fait. Ce n'est pas des produits qui sont chers à fabriquer. On a en fait un capteur qui va être sensible à une différence de pression. Donc sur une puff, on n'a pas un bouton d'allumage on/off. C'est simplement le fait de tirer sur l'embout avec ce capteur qui va sentir une différence de pression, qui va mettre en marche la puff.
Et on a une batterie ici au lithium, donc qui va s'activer et qui va chauffer une résistance qui se trouve dans cette partie jaune. Donc ça, c'est la résistance. Et cette partie jaune, c'est le réservoir qui contient donc les 2 millilitres de liquide. Et ce liquide, il est contenu en fait dans un coton. Et en fait, tout ça est maintenu dans un tube en aluminium. Donc c'est vraiment voilà, toutes les puffs sont selon le même modèle et c'est assez simple. Quand on regarde la quantité de nicotine qui est présente dans une puff, si on prend une puff classique, donc légale, avec un nombre de bouffées légal entre 600 et 800, je disais tout à l'heure, eh bien, à l'intérieur, on a la quantité de nicotine qui est présente dans 30 cigarettes. Donc ça fait 1,5 paquet de cigarettes en quantité de nicotine présente dans une puff classique. Et on voit que ces puffs, donc j'en parlais tout à l'heure, qui ont des milliers de bouffées, on en a pris là une qui en a 4000, qui sont donc illégales, qui normalement ne devraient pas être vendues. Eh bien, on voit que la quantité de nicotine présente dans ce type de dispositif, ça va jusqu'à 300 cigarettes. Donc les jeunes, en ayant l'impression de manger des bonbons, en fait, ils prennent d'énormes quantités de nicotine. 2 mots sur l'impact écologique des puffs. Donc les puffs, c'est mauvais pour la santé, mais c'est aussi mauvais pour l'environnement. Ils sont fabriqués pour la plus grosse partie, la très grosse majorité, c'est fabriqué en Chine. Donc vous voyez qu'il y a des énormes laboratoires qui fabriquent ça dans des quantités énormes. Ensuite, c'est transporté jusque chez nous, en Suisse. Alors déjà, ça, c'est pas terrible au niveau de l'environnement. Ensuite, c'est consommé donc, en grosse majorité par les jeunes. Et une fois que ces 2 millilitres de liquide ont été évaporés, et la puff, elle est bonne à jeter. Donc ça veut dire que chaque puff contient une batterie qui est à jeter une fois que ces 2 millilitres sont évaporés. Donc vous imaginez le gaspillage, parce que les batteries qu'on trouve dans les puffs, c'est exactement les mêmes que celles que vous avez dans vos ordinateurs ou dans vos téléphones portables. Donc elles sont faites pour être rechargées des centaines de fois. Et là, on ne les recharge pas, on les jette. Et d'autre part, elles sont très difficiles à recycler. Ces puffs, elles sont fabriquées à moindre coût, donc tout est clipsé, il n'y a pas de vis, c'est très difficile à ouvrir, donc on est obligé de casser le plastique, de forcer. C'est même dangereux parce qu'on risque d'endommager la batterie qui peut exploser ou prendre feu. Donc c'est vraiment compliqué de les recycler correctement parce qu'il faudrait pouvoir séparer tous ces composants, donc la batterie en premier lieu bien sûr, ensuite les composants électroniques, le plastique, les résidus de liquide qui contiennent de la nicotine, donc qui sont toxiques. Et ça, c'est vraiment pas très facile à faire, ça prend beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et d'autre part, on sait que la plupart des puffs qui sont vides, malheureusement, soit elles finissent dans la nature, donc on en retrouve, quand il y a des campagnes de ramassage de déchets, on en retrouve de plus en plus, comme les mégots. Elles sont aussi parfois mises à la poubelle, alors sans forcément vouloir mal faire, on se dit je les mets à la poubelle, mais évidemment c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, parce qu'ensuite ça va être incinéré, et ça peut provoquer des incendies dans les centres d'incinération. On a déjà vu ça, qui sont difficiles à éteindre. Donc il faudrait normalement les ramener au point de vente ou les ramener dans un magasin qui vend des dispositifs électroniques, parce que c'est un dispositif électronique, et ça devrait suivre des filières spéciales de recyclage. Mais ça, c'est dans la théorie. Après, dans la pratique, voilà. Je vais continuer avec un autre type de produit qui est très prisé par les jeunes, c'est le tabac qu'on appelle à usage oral ou à priser, donc celui qu'on met dans la bouche ou dans le nez. On trouve dans ce type de produit la snooze, donc ces petits sachets qu'on trouve dans ces boîtes rondes qui sont mis donc dans la bouche. Donc les sachets sont mis tels quels dans la bouche, on ne les ouvre pas et on les coince en fait entre la joue et la gencive et on les laisse là un certain temps, 15 minutes, 30 minutes. Et ce qui fait que la nicotine qui est présente dans le tabac va sortir, va diffuser du sachet, va être absorbée au niveau de la muqueuse buccale, arriver dans le sang et arriver au cerveau, comme ça a été expliqué tout à l'heure. On a également dans ce même type de produit les sachets nicotinés. Donc ça, c'est des produits qui sont relativement récents. C'est une invention de l'industrie du tabac. Ils se sont dit, on va faire le même type de produit que la snooze, mais sans tabac. Donc ils ont pris une poudre, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la poudre, et dedans, ils ont mis bien sûr de la nicotine, et ils ont fait le même type de petits sachets que la snooze. On a également le tabac chiqué et la fameuse schnouf, donc le tabac à priser, qu'on va mettre dans le nez, et on voit que c'est également un produit qui est pas mal consommé chez les jeunes.
Ils vont beaucoup ajouter des arômes aussi dans ces sachets ou dans ce tabac à mettre dans le nez, parce que de nouveau, les arômes, ça va attirer les jeunes. Ce qui attire aussi les jeunes, c'est l'aspect discret du produit. Donc, ils peuvent mettre ça dans la bouche, ils vont vous parler, vous n'allez absolument pas vous rendre compte qu'ils en ont dans la bouche. Et voilà, tout ça, c'est des choses qui plaisent aux jeunes. Il faut savoir qu'en Suisse, la snus était interdite à la vente jusqu'en 2019, mais qu'en 2019, il y a eu une décision du tribunal fédéral pour casser cette interdiction. Donc depuis 2019, on a vraiment vu une augmentation de l'offre, une augmentation du marketing concernant ces produits-là, et donc voilà, c'est lié à une augmentation également de consommation chez les jeunes. Ce produit du tabac, les tabacs donc, à usage oral ne sont pas du tout non plus à banaliser. Il y a beaucoup de risques. Il y a présence dans ces petits sachets de produits qu'on trouve dans le tabac comme les nitrosamines, des métaux lourds, d'autres substances toxiques. Il y a bien sûr la nicotine avec le fort pouvoir addictif. On sait que certains sachets de snus contiennent la quantité de nicotine contenue dans 3 cigarettes. Donc c'est vraiment des jeunes qui sont très fortement dépendants à ce produit-là et qui en consomment presque tout le temps. Et après, ils viennent nous voir parce qu'ils aimeraient arrêter. Mais la démarche pour arrêter ces produits-là est tout autant difficile que pour arrêter les cigarettes. Et ça provoque, pour finir, des affections bucco-dentaires, dont des rétractions de gencives. Ça provoque également une augmentation du risque de cancer de la bouche, de l'œsophage et du pancréas. Il y a quelques avantages, mais je mets vraiment des très gros guillemets, parce que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de risques, mais quelques avantages, surtout par rapport à la cigarette, c'est qu'il n'y a pas de fumée qui est inhalée, donc les poumons sont préservés, et comme il n'y a pas de combustion, il n'y a pas non plus de monoxyde de carbone et de goudron. Le dernier dispositif dont j'aimerais vous parler, c'est la chicha, qu'on appelle aussi pipao, qui, malgré tout, plaît encore beaucoup aux jeunes. Et donc le principe, c'est qu'on va mettre ici en haut du tabac, un tabac spécial chicha. On va le mettre donc dans le petit récipient. Par-dessus, on va mettre du charbon qui brûle. Et ce charbon qui brûle va faire brûler en fait le tabac qui se trouve juste en dessous. La fumée, elle va passer ensuite à travers le dispositif. Arriver ici, c'est un réservoir qui contient de l'eau. Et ensuite, suivre le tuyau. Et là, on a l'embout buccal, donc qui va être mis dans la bouche. Et le consommateur va pouvoir inhaler la fumée. Le tabac pour chicha, il est aussi très souvent aromatisé, très souvent adouci, ce qui fait que les consommateurs ont l'impression que la chicha est moins nocive que la cigarette, mais c'est évidemment totalement faux puisque c'est exactement la même chose. Donc du tabac qu'on va brûler et dont on va respirer la fumée. Ça contient même plus de goudron, plus de nicotine et plus de monoxyde de carbone. Et la chicha, ça va produire énormément de fumée. Parce qu'il y a le tabac qui brûle, mais également le charbon qui va brûler. On va inhaler des grosses bouffées et on dit qu'une bouffée de chicha, ça correspond à la fumée d'une cigarette entière. Donc quand on fume une chicha, en général, on n'est pas tout seul, ça se fume en groupe. Si on fume une chicha pendant 1 heure, c'est comme si l'entier du groupe avait respiré la fumée contenue dans 100 cigarettes. Donc c'est énorme. Et une croyance qui est totalement fausse, mais qu'on voit aussi beaucoup chez les jeunes, c'est que l'eau va filtrer la fumée de cigarette, la fumée, donc ça va être moins nocif, mais évidemment, c'est totalement faux. Au contraire, l'eau, elle va refroidir la fumée, elle est froide, l'eau, et donc ça va permettre de prendre vraiment des très grosses bouffées. Voilà, j'ai mis encore une petite slide sur la question d'ouvrir le dialogue avec un jeune qui consomme, ou qui ne consomme pas d'ailleurs, peut-être juste pour en parler avec lui. C'est pas toujours facile, peut-être vous avez des enfants ou des petits-enfants, c'est pas toujours facile d'aborder cette thématique avec les jeunes, mais je pense que c'est vraiment important de le faire, surtout avec tous ces nouveaux produits. Les jeunes, ils ne savent pas forcément les risques qu'ils encourent en consommant ces dispositifs. Donc, il y a quelques points clés que j'ai mis, une sorte de procédure, mais bien sûr, ça reste à adapter en fonction du jeune, mais ça peut donner quelques idées. Donc, la première chose que je vous conseillerais, c'est de bien vous renseigner sur le produit, bien connaître la thématique, le sujet, et ensuite informer le jeune, mais sans le stigmatiser, sans être trop moralisateur, essayez d'être ouvert, laissez le jeune s'exprimer. Si le jeune consomme, que vous avez trouvé que, voilà, par exemple des puffs ou des cigarettes dans son sac, essayez de parler plutôt en disant « je », donc par exemple « je m'inquiète pour toi » ou « j'aimerais comprendre », plutôt qu'utiliser le « tu » pour dire « tu dois arrêter ça, tu dois arrêter de fumer ».
Pas que se concentrer sur la nocivité, donc c'est clair qu'il faut en parler, hein, mais on sait que si un jeune, on lui dit, tu sais, si tu fumes la cigarette, dans 40 ans, tu risques d'avoir un cancer, ça marche moyen. Hein, donc, essayer de plutôt parler de la manipulation de l'industrie, par exemple pour les puffs, lui demander si c'est qui les fabrique, qui c'est qui cherche à les vendre, comment ils cherchent à les vendre. Évoquer également la dépendance. Hein. Même un jeune n'aime pas être dépendant a priori de quelque chose, donc ça peut lui parler. Évoquer les coûts financiers, parce que quand on devient indépendant, ça veut dire qu'on est obligé d'acheter le produit et ça coûte. Et les coûts écologiques aussi, j'en parlais tout à l'heure. Si le jeune il est sensible à la protection de l'environnement, ça peut le toucher. Il est important aussi de le déculpabiliser. Hein, quelque part, c'est pas facile de résister à toute cette pression. Hein, la pression de l'industrie, des fabricants, que je montrais tout à l'heure, qui sont sur les réseaux, qui savent comment faire pour toucher les jeunes, pour leur donner envie. C'est pas toujours facile de dire non. Et si c'est un jeune qui consomme, qui est déjà dans la consommation ou la dépendance, essayez peut-être de discuter un petit peu avec lui pour évaluer le contexte de sa consommation. Donc, pourquoi est-ce qu'il consomme, quand est-ce qu'il le fait, comment, qu'est-ce que ça lui amène comme bénéfice, qu'est-ce qu'il voit comme désavantage. Donc, essayez de le faire réfléchir un petit peu là-dessus. Peut-être essayez vraiment que ce soit lui qui donne ses propres arguments. En fait, ça peut favoriser une décision d'arrêter. Et si on est justement dans une décision d'arrêter ou de diminuer la consommation, essayez de définir avec le jeune certaines stratégies qui vont l'aider à mettre en place cet arrêt. Par exemple, si c'est un jeune qui vous dit moi, j'utilise la puff quand je suis hyper stressé parce que ça me calme, eh bien, voir avec lui qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre que consommer sa puff pour se déstresser, par exemple des exercices de respiration ou des choses comme ça. Donc, essayez de trouver d'autres stratégies. L'aider à développer ses compétences psychosociales. Donc, les compétences psychosociales, c'est vraiment les capacités d'une personne à résister aux épreuves de la vie de tous les jours. Hein. Donc, ça peut être, par exemple, avoir un bon esprit critique, avoir une bonne estime de soi, pouvoir bien gérer le stress, bien gérer ses émotions, prendre les bonnes décisions. Donc, essayer de valoriser un maximum le jeune en tant que personne pour qu'il puisse développer ce type de capacité, parce qu'on sait que c'est un facteur de protection, justement, pour éviter la consommation de substances psychoactives, dont la nicotine. Vous pouvez aussi l'orienter vers des sites de soutien et d'échange entre jeunes. Donc, c'est la transition avec ma dernière slide, qui est justement tout ce qui est ressources à votre disposition. Donc, ce qui donne des conseils pour parler avec le jeune, pour les parents en particulier. Il y a le site d'Addiction Suisse, qui a tout plein de documents vraiment spécifiquement destinés aux parents. C'est la même chose pour le site tabac-sans-tabou.ch, qui est destiné à la base aux personnes qui travaillent avec les jeunes, mais qui sont aussi qui est très utile pour les parents. Il y a le site monado.ch, aussi spécifique pour les parents, qui va traiter de tout un tas de thématiques, dont le tabac, mais aussi d'autres thématiques. Et si vous voulez transmettre un site d'information à votre jeune, c'est vraiment le site de référence qui est le site ciao.ch. C'est un site roman qui va vraiment traiter de toutes les thématiques qui intéressent les jeunes, pas seulement le tabac, mais aussi l'alcool, le cannabis, la sexualité, les écrans, etc. Et c'est géré par des professionnels. Les jeunes, ils peuvent poser des questions de manière anonyme. Il y a des forums aussi où les jeunes peuvent interagir entre eux. Donc, c'est vraiment le site de référence pour les jeunes en Suisse romande. Si vous voulez des informations plus importantes, enfin plus précises sur les produits, il y a le site vapfree.info, qui est spécifiquement destiné aussi aux parents et aux enseignants et qui concerne les puffs, et le site de l'Association suisse de prévention du tabagisme, atschweiz.ch, qui donne aussi beaucoup d'informations sur le tabac et les produits nicotinés. Et pour finir, bien sûr, il y a toujours le CIPRES, avec les coachings qu'on propose et qui sont gratuits pour les jeunes en formation. Donc, si vous avez un jeune qui aimerait arrêter, n'hésitez pas à l'envoyer vers nous. On va pouvoir le soutenir, on va pouvoir l'aider, et tout ça gratuitement. Voilà. Donc, oui, j'arrive au bout. Merci. Et je passe la parole à ma collègue Marine Verdi. Voilà. Bonsoir. Le sujet est lourd et les informations très denses et pas forcément très joyeuses. Je vais pas changer la donne. Du coup, non, je rigole. Il va y avoir quelques redites, mais moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de vous parler plutôt de ce qu'on peut faire
quand on a quelqu'un qui vient nous solliciter et qui aimerait arrêter de fumer. Je vais commencer par présenter l'association pour laquelle je travaille, qui est la Ligue pulmonaire neuchâteloise, qui est une association à but non lucratif et qui est spécialisée dans la prise en charge de maladies respiratoires, mais aussi le sommeil, également les sevrages tabagiques. Donc on est aussi très ancré, très axé sur tout ce qui est prévention. Et la philosophie en fait de l'association, c'est plutôt de garantir un maintien de la qualité de vie des personnes, soit qui auraient déjà un problème en lien avec une maladie respiratoire, soit en prévention, en arrêtant les risques liés à des comportements, par exemple, à risque. Vous nous trouvez à Neuchâtel, à Chaux-de-Fonds, dans le Val-de-Travers également. Bref, on est assez présent et on a un service de piquet 24 heures sur 24. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et donc, je vais vous présenter un moyen d'arrêter qui se fait à peu près de la même manière au cyprès. Donc, la méthode va être un peu similaire par rapport aux jeunes. Donc, peut-être qu'il y a un petit peu de redite. Alors, pourquoi on arrête de fumer ? Parce que arrêter de fumer, c'est effectivement arrêter un risque. Ça va permettre de supprimer à terme les risques qui sont liés, on l'a vu, à tout ce qui est consommation du tabac pour notre propre santé, mais aussi, évidemment, pour la planète. À savoir, par exemple, que rien que dans le mégot, le filtre qui reste, qui est en fait un plastique et qui ne filtre pas grand-chose finalement, si ce n'est que ça rend le goût de la fumée moins âcre, donc un peu plus gérable pour la première taffe qu'on va tirer, mais qu'il est bourré de particules également, il y en a plus de 7000, et puis que l'OMS relatait quand même une pollution qui est très 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 importante au niveau mondial. Ça se compte en milliards de filtres qui sont jetés chaque année dans le monde. Donc, c'est pas négligeable. Pas de redite sur les effets à long terme, mais quand même, 15 ans après l'arrêt, le risque de maladie cardiovasculaire qui est similaire à celui d'un non-fumeur, mais il faut quand même 15 ans. Dans l'année qui suit l'arrêt, le risque d'infarctus du myocarde qui diminue de 50%. Et puis, arrêter de fumer, mais ma collègue Karine Lehmann a parlé déjà pas mal de ce qui est pollution, c'est quand même arrêter de participer à la déforestation qui est liée à la culture du tabac en Afrique. C'est comme ça 600 millions d'arbres par an qui sont détruits à travers le monde pour cette culture très gourmande en pesticides notamment. Alors, le coaching Stop Tabac, c'est quoi concrètement ? Si ça s'adresse pour des personnes de plus de 40 ans, en tout cas, ça va s'adresser plutôt vers la Ligue pulmonaire, puisque le cyprès va s'occuper, on l'a entendu vraiment, pour tout ce qui est plutôt population plus jeune, donc en dessous de 40 ans en tout cas. Comment on arrête de fumer ? Il y a 3 niveaux de dépendance qui sont identifiés. Il y a la dépendance physique, il y a la dépendance comportementale et aussi psychologique. Alors, pour la première, au niveau de la dépendance physique, elle a été déjà bien décrite par la doctoresse Fabienne Reinhardt-Grubli. Donc, ici, il s'agit de la nicotine qui va habituer, dont le corps va s'habituer régulièrement à sa présence et puis demander une dose toujours plus importante pour en avoir les mêmes effets, ça on l'a vu. Une dopamine qui va augmenter suite à la consommation de nicotine. Et puis, c'est cette dopamine qui provoque le sentiment de plaisir et le sentiment de récompense. Et c'est là qu'on va chercher. Et le cerveau qui s'habitue et demande toujours plus pour ressentir les mêmes effets. Et c'est ça l'accoutumance. Et le sevrage physique, comme c'était dit en amont, il va être assez inégal en fonction des individus, mais il peut prendre quand même 1 à 2 mois. Donc il ne s'agit pas juste de 3 jours et puis ça passe. Non, ça va quand même durer un petit peu plus longtemps, dans les effets en tout cas. La dépendance psychologique, celle-ci, elle va vraiment faire référence à l'aspect émotionnel et mental de la consommation de nicotine. Ça va, par exemple, être en lien avec un stress ressenti, la réponse, la cigarette, où on a l'impression qu'elle va nous apaiser. Et en fonction des situations, elle va toujours ou fêter quelque chose ou permettre de combler quelque chose. Et c'est cette nicotine qui va être à l'origine de la libération de la sérotonine et de la noradrénaline dans le cerveau, avec une sérotonine qui va être impliquée dans la régulation de l'humeur et de l'anxiété, et la noradrénaline qui va augmenter la vigilance et la concentration, ce qui fait qu'on peut avoir des pensées un peu parasitantes qui vont nous faire fumer en se disant « là j'ai un problème, je vais m'en allumer une pour réfléchir mieux ». Et la dépendance comportementale, ça va être toutes nos habitudes, tous nos rituels qu'on va construire autour de notre consommation de nicotine. Par exemple, on va prendre un café, il va forcément y avoir une cigarette avec. Ça peut être, par exemple, que ça.
mais c'est une des dépendances qui va être aussi une des plus difficiles à modifier, mais pas impossible. Dans le coaching Stop Tabac, on fait donc un travail motivationnel, je vais vous expliquer un petit peu après, et puis on va aussi s'appuyer pour le sevrage des substituts nicotiniques qui doublent les chances d'arrêt, ça c'est bien démontré, et puis qui vont limiter la prise de poids et qui vont atténuer les symptômes de sevrage. Effectivement, c'est un peu moins violent d'arrêter dans ces conditions avec une préparation en amont motivationnelle et avec des substituts nicotiniques qui vont permettre de diminuer les effets de manque et de sevrage, en fait, tout simplement. Alors, on va s'appuyer, nous, comme au cyprès, sur les thérapies cognitivo-comportementales. C'est un gros mot que vous avez peut-être plus l'habitude d'entendre sous l'abréviation TCC. C'est une des seules approches qui est non médicamenteuse et dont l'efficacité pour arrêter de fumer est effectivement démontrée pour les addictions en général. Mais nous, en tout cas, au niveau de la lie pulmonaire, on va l'utiliser uniquement pour les sevrages tabagiques. Et dans les faits, c'est effectivement le travail, il va consister à travailler sur des modifications de pensée, mais aussi des adaptations et des stratégies pour modifier ses sentiments et ses habitudes en rapport avec sa consommation de tabac. Et dans les exemples que je donne, c'est effectivement arriver à considérer la cigarette comme la meilleure ennemie et pas comme celle qui va être la plus loyale, toujours présente dans tous les moments de la vie, parce qu'en fait on est complètement dépendant, mais on a l'impression qu'elle est hyper loyale. Et d'apprendre à la voir comme une dépendance qui détruit la santé. Ça veut dire que dans ce travail motivationnel, il y a aussi quand même une grosse partie qui va consister à donner de l'information sur c'est quoi les méfaits du tabac, comme ça vous a été présenté à l'instant. Et puis de revoir l'effet déstressant qu'on peut mettre sur le fait de la cigarette. Par exemple, quelqu'un qui est très stressé va dire c'est pas le moment pour moi d'arrêter parce que je suis très très stressé. Alors qu'en fait, à partir du moment où on n'a plus sa cigarette, le stress il est énorme, d'aller chercher le produit pour pouvoir répondre à sa dépendance, tout simplement, et pas tellement à son stress d'origine. Et donc, je continue avec ces TCC. La cigarette, elle agit sur le cerveau de manière directe par le biais de la nicotine, on l'a vu, sur les récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine, mais aussi indirecte par tout ce qui va être de l'ordre de nos comportements, de nos habitudes. Mais les deux aspects vont être liés. Donc, dans la TCC, on va travailler vraiment sur ces deux aspects-là. Donc, c'est l'aspect important et pratique de ces TCC, il repose sur le fait de faire émerger des pensées qui vont aider à voir la cigarette telle qu'elle est finalement, comme quand on nous a montré l'autopsie d'un meurtrier, d'accord ? Et puis à diminuer les pensées qui favorisent l'envie de fumer. Ça va être de dire, mais de toute façon, là, comme je suis stressée, il vaut mieux que j'en fume une, ça va me faire du bien. Puis comme je suis un peu désagréable en ce moment, il vaut mieux que je fume, je serai plus agréable. C'est ça qu'on va essayer de travailler. Et puis, les TCC, elles visent aussi à mettre en place des stratégies et des comportements alternatifs aux habitudes automatiques qui vont être liées au tabac, justement pour pas se retrouver du jour au lendemain, arrêter sa consommation de 15, 20, 30 cigarettes et le lendemain, plus rien, et de compenser, comme c'était dit en amont, par ce qu'on va trouver sous la main et ce qui va nous récompenser immédiatement, les produits plutôt alimentaires, plutôt sucrés, plutôt gras. Alors, les prérequis pour entrer dans un travail de sevrage en tabac, et qu'est-ce qu'il faut ? En fait, il ne faut pas grand-chose si ce n'est avoir envie d'arrêter de fumer. Et là, je vous présente le modèle transthéorique du changement qui a été développé par Prochaska et Di Clemente, et ça date des années 80, qui en fait décrit les étapes par lesquelles une personne elle va passer lorsqu'elle cherche à modifier un comportement jugé problématique. Mais alors ici, il s'agit d'entrer dans une démarche de sevrage du tabac. Donc, il y a différentes étapes. Il y a la préintention que vous voyez en premier, où finalement la personne, elle sait bien que c'est pas une bonne idée de fumer, qu'il faudrait arrêter, mais c'est pas tout à fait dans ses envies du moment, ni dans ses projets. Eux, ils estiment que c'est pas même dans les 6 mois à venir. Et puis, le temps aidant ou les informations aidantes ou les parcours de vie, les histoires de vie aidantes, la personne va rentrer dans une démarche d'intention où là, elle se dit, bon, clairement, là, j'ai quand même je m'en rends compte que je n'arrive pas forcément à arrêter ou à m'en passer comme je le voudrais. C'est finalement pas aussi facile que ce que je pensais. Et donc, on entre dans l'intention et c'est dans cette phase-là, en général, que les gens viennent nous voir ou alors ils y sont déjà confrontés et puis ils ont eu ce qu'on appelle une rechute
qui vous le voyez, fait partie du processus transthéorique. La rechute, elle est considérée comme faisant partie intégrante du processus. Et puis à ce moment-là, la personne se dit, ok, j'ai déjà essayé peut-être plusieurs fois, peut-être 4-5 fois, j'y arrive pas. Donc il y a des personnes qui viennent nous consulter et qui sont de nouveau dans cette phase d'intention et qui viennent nous expliquer, voilà, j'ai essayé, je pensais y arriver, finalement, pas du tout, j'ai repris dans telles circonstances. Et donc c'est dans ce type de pensée-là que nous, on arrive à intervenir et à commencer un travail sur la base des TCC. Donc, dans le détail, ça va donner en fait 6 étapes qui ressortent de ce modèle, avec en premier la pré-contemplation qui était dans le schéma où le fumeur n'envisage pas d'arrêter de fumer. Ensuite, on appelle cette phase la contemplation. Le fumeur, il commence à penser à arrêter, mais finalement, il y a quand même bien des avantages à continuer. Donc, on parle de la balance décisionnelle à ce moment-là, où finalement, les avantages à continuer peuvent peut-être encore un petit peu plus lourds que ceux pour arrêter. La préparation ensuite, là c'est vraiment concret. La personne qui fume prépare le moment, il a sa date, on sait quand est-ce qu'il va arrêter. Et quand on est en travail comportemental avec ces personnes-là, on planifie avec eux cette date et on la prépare, cette journée, pire que pour une journée de mariage, et vraiment du début à la fin. Ils savent très bien ce qui va se passer, il n'y a pas de place au doute, il n'y a pas de place à un moment donné, un blanc, et peut-être là, une cigarette serait la bienvenue. Et puis ensuite, l'action, donc le jour J, il arrive à sa date, il a déjà tout planifié, il a ses substituts si ça a été décidé ainsi, et puis il a nettoyé ses rideaux, viré les cendriers, etc. Enfin, c'est une préparation qui est concrète et qui est complète. Et donc c'est le jour J, J0, je suis fumeur abstinent. Et cette journée-là, elle marque la suite du processus de maintien. Donc là, ça peut être intéressant pour certaines personnes de tenir un journal, puisqu'on a la preuve sur papier que là, on a réussi à s'en passer. Et donc, on ne va pas revenir en arrière alors qu'on a déjà fait une journée sans, sachant qu'il y a déjà des bénéfices. Et puis en 6, c'est la liberté, c'est l'arrêt définitif. Donc en général, cet arrêt définitif, il n'est pas ressenti tout de suite. Les gens sont quand même toujours fumeurs abstinents et peuvent en rêver quand même très longtemps, même après l'arrêt. Et puis, le jour où ils reprennent une cigarette, ils ont quand même toujours les neurorécepteurs qui sont là, toujours leurs habitudes, ils sont extrêmement à risque de recommencer à fumer de manière insidieuse. Mais dans ce processus-là, dans ce modèle transthéorique-là, la rechute, elle est vraiment incluse comme une étape possible. Et donc, c'est pas un chemin qui serait tout à fait linéaire, non, c'est vraiment une boucle. Donc, il n'y a pas de notion d'échec. Ça peut faire partie du processus. Et donc, on y retourne, on repart. Et on valorise la personne en disant, voilà, vous avez la preuve que vous savez faire, donc c'était une parenthèse, cette rechute, c'est reparti. Ça peut se voir comme ça. Ma présentation est plus courte parce que je savais qu'elle prenait plus de temps. Si vous avez des questions, après on est là. Dans les différentes aides en ligne à l'arrêt du tabac, effectivement, il y en a plein. Si la personne, elle préfère rester anonyme, si elle préfère ne pas passer par le présentiel, il y a stoptabac.ch qui va faire un coaching en ligne, qui va faire des tests en ligne, qui va avoir un forum à disposition et aussi des informations très bien sourcées pour les infos dont tout un chacun pourrait d'ailleurs avoir besoin. Safezene.ch aussi pour des consultations en ligne sur les dépendances qui sont aussi anonymes et gratuites. En ligne, il va y avoir la ligne téléphonique, Stop Tabac, qui peut être intéressante aussi, qui est la ligne nationale d'aide à l'arrêt. Mais dans les aides en présentiel, une des premières, et ça je crois qu'il faut le rappeler effectivement à toutes les personnes qui pourraient fumer, c'est de commencer à en parler à leurs médecins de famille qui, eux, vont pouvoir déjà les accompagner ou les orienter ou voir avec eux quel substitut pourrait être le plus adéquat, sachant qu'il n'y a pas de preuve qui prouve qu'un substitut serait meilleur qu'un autre. Donc ça, peu importe le substitut, mais c'est démontré que ça aide quand même à maintenir le sevrage. Et puis, il y a les coachings, évidemment, en présentiel, que ce soit aussi près pour les moins de 40 ans, à la Ligue pulmonaire pour plus de 40 ans, sachant que nous, c'est pas forcément gratuit à la Ligue pulmonaire. Ça l'est si ça fait l'objet d'une prescription. Donc, de nouveau, ça va être intéressant pour la personne de passer quand même par son médecin de famille, ou en tout cas, nous, on va leur rappeler pour éviter que ça fasse des frais supplémentaires. Voilà. Donc, pour la personne qui serait en sevrage, mais aussi pour son entourage, à retenir,
c'est quand même un travail que d'arrêter de fumer, c'est quand même une énergie qu'ils mettent à leur propre service, mais qui peuvent les rendre quand même un peu plus fatigués, un peu plus sensibles, parce que c'est un investissement qui est quand même important. C'est un engagement vis-à-vis d'eux-mêmes qu'il ne faut pas sous-estimer ni banaliser. Donc alimenter sa motivation au quotidien et penser aux efforts fournis, et quand ils n'y arrivent pas, de leur rappeler que quand même ils ont fait tout ce chemin-là. Que l'envie, elle dure pas très longtemps. On a parlé du sevrage physique qui peut prendre 1 à 2 mois, c'est vrai, mais l'envie pure de consommer, elle dure 3 à 5 minutes. Donc c'est d'arriver à leurrer le cerveau durant cette période-là. Donc, il faut avoir des stratégies, vraiment la nécessité d'avoir des stratégies et des pensées aidantes et des motivations bien fortes pour pouvoir faire passer ces 3 à 5 minutes. Ça va être n'importe quoi les stratégies, effectivement, on peut entendre boire son verre d'eau, manger sa pomme, mais ça peut être chanter, danser, faire les escaliers, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi, vraiment, pourvu que ça marche. D'appliquer les alternatives, les stratégies, ça voilà, mais aussi d'éviter temporairement certaines situations. Ça peut être d'éviter les soirées où on sait qu'il y a une consommation d'alcool qui va appeler la consommation de nicotine. Donc là, peut-être dans un premier temps, quand on sait qu'on est dans ce premier mois, les 2 premiers mois, pourquoi pas, ou le mentionner, puis faire en sorte que chacun soit bien au courant et joue le jeu, ou d'éviter de s'y rendre. Ça demande quand même vachement de détermination, donc vous l'aurez compris. Et puis, en cas de rechute, d'avoir un plan. Pour savoir, j'ai rechuté, qu'est-ce que j'en fais pour pas rester coincé dans cette rechute, mais pouvoir justement revenir sur ce modèle transthéorique et repartir dans une démarche de sevrage. Donc, pour les gens qui seraient témoins de cette rechute, de ne pas juger, s'il vous plaît, merci. C'est super important parce que la personne qui rechute se sent déjà suffisamment coupable. Il n'y a pas besoin d'en remettre une couche. Et je rappelle que du coup, de fumer, ça peut être considéré quand même comme une maladie. Les gens sont pas ultra tout à fait volontaires et c'est pas que de leur fait qu'ils fument. C'était bien décrit dans le travail de Karine Lehmann. Les gens qui fument sont victimes de l'industrie du tabac. Et ça, je crois que c'est pas négligeable. On peut leur rappeler. De pas faire culpabiliser. Et puis, une rechute, c'est aussi l'occasion de bien faire le point sur c'est quoi nos facteurs de risque et qu'est-ce qui nous fait plonger pour que la prochaine fois, ça n'arrive pas. Voilà. Et comme ça, on peut continuer et reprendre le travail comportemental. Voilà, c'est le moment des questions. Merci. Pas tous à la fois. Laisse parler dans le micro, on a enregistré. Bonsoir, merci pour votre présentation et voilà, c'est super. Et moi, peut-être que ma question c'est pour moi-même, non, que je ne comprends pas pourquoi l'industrie des tabac est plus forte que la santé. Si les droits à la santé doivent être priorité, non, comment c'est possible que la consommation pour les cigarettes électroniques ou les puffs et tout ça, c'est tellement valide, même sur Internet, ou même pour tous les publics. Et on ne peut pas le contrôler. Pour la santé, c'est vraiment importante. Une des réponses qui est simple et pragmatique, c'est que l'industrie du tabac a des moyens énormes, on l'a vu, en communication, pour arroser la population vraiment de manière très très importante. Les moyens de la santé sont là. Ça répond ? Il y a une autre question ? Ok, merci beaucoup. Je vous propose qu'on applaudisse nos intervenantes du soir. Et que les échanges se poursuivent à l'apéritif. Merci.